Épelaye, entendez-vous l'appel de l'aventure? L'aventure, Le chicka chicka le chicka chicka boom chicka chi, boom chi. des niveaux qui défilent, la puissance qui augmente, et nos héros qui sont toujours plus grands et toujours plus forts. On va parler de la progression dans les jeux de rôle. Fait que oui, comment est-ce que les jeux de rôle nous amènent toujours vers des plus hautes sphères? C'est le sujet du podcast Action Bonus aujourd'hui avec Pierre-Philippe Renaud. Bonsoir Pierre-Louis, bonsoir les gens qui nous écoutent, et ça va bien? Oh oui, ça va bien. Puis bien sûr, avant d'avoir cette discussion-là sur le jeu de rôle, je me suis dit que ce serait intéressant de parler des tarifs américains et de leur impact sur l'industrie du jeu de rôle, puis de détailler ça vraiment spécifiquement, d'en parler pendant, je sais pas moi, 2 ou 3 heures. Comment, je sais que t'es un expert en économie mondiale, je me disais, c'est une occasion en or d'en parler. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que ça doit être la première fois depuis vraiment longtemps que je me suis un temps soit peu intéressé à ce genre de sujet-là parce que oui, j'ai lu un peu, vu que ça venait toucher directement ma passion, là, j'ai lu des trucs, tu sais, les comptes rendus puis les commentaires entre autres, Chaosium a lâché, a sorti, a fait une publication à ce sujet. Puis j'ai lu Mm. quelques articles ici et là, puis ça vient surtout au fait que c'est majoritairement justement les petites boîtes qui fonctionnent via le financement participatif et qui font affaire beaucoup avec la Chine pour l'impression de leurs produits, qui vont Ouais. possiblement en manger une volée. Mais en même temps, je trouve ça intéressant, par exemple. C'est super inquiétant. C'est vraiment inquiétant. Mais c'est intéressant comme sujet en même temps. Je sais pas si toi, tu avais lu un peu sur la chose. Ben écoute, tu sais, c'est sûr je le dis un petit peu à la blague, mais comme souvent dans ma vie, quand je fais des choses comme ça à la blague, c'est pour cacher c'est l'anxiété en dessous de L'anxiété ça. qui embarque, ouais, oui, je sais. Mais oui, c'est sûr que tu sais, on va être moins affecté probablement que les États-Unis qui ont mis des tarifs sur tout ce qui vient de l'étranger. Mais tu sais, nous, dans le monde du jeu de société, par exemple, il y a beaucoup de boîtes qui font affaire avec les États-Unis. Mhm. Et donc, ces tarifs-là, ça va les affecter. Ça va affecter leurs ventes, ça va complexifier beaucoup de choses. On ne sait pas ce qui s'en vient. Tu sais, il y a les brumes Mhm. de l'inconnu de l'avenir, comme quand on était au milieu de la COVID, puis qu'on ne savait pas c'était pour être quoi cette pandémie-là. J'ai l'impression qu'on était vraiment à s'imaginer des scénarios catastrophes, mais à espérer que peut-être ce serait pas aussi dramatique. Est-ce que là, on se dirige vers une crise économique ou est-ce que ça va être peut-être, je sais pas moi, un petit tresseau? Écoute, je sais pas, mais c'est une esti de belle manière de commencer un podcast sur le jeu de rôle, par exemple, hein. Et tout. Ben C'est écoute, vraiment, c'est vraiment inquiétant, mais je comprends très bien, je comprends très bien aussi ton questionnement, mais en même temps, j'étais curieux d'avoir ton avis sur la chose parce que, veux pas, avec Etu Game, ça planche beaucoup quand même dans le monde du jeu de société. Puis je pense qu'entre les deux, entre le jeu de rôle et le jeu de société, je pense que le jeu de société va manger une plus grande claque à ce niveau-là, là. C'est beaucoup, tu sais, l'impression, les petites figurines et tout ça, c'est des choses qui sont beaucoup faites à l'étranger, beaucoup faites en Chine. Fait que ouais. j'ai hâte de voir. Tu sais, c'est ça. Reste à voir. Fait que pour l'instant, ce que je pourrais vous suggérer, c'est d'acheter aujourd'hui le plus de jeux possible avant qu'ils deviennent inachetables. Fait que achetez-en des centaines et des centaines et stockez-les. Le papier de toilette aussi. C'est Mhm. mon petit truc. Si vous manquez de un, l'un peut servir pour l'autre. Si vous avez plus de toilettes, vos jeux de société peuvent servir pour combler le besoin. Les livres de règles, gardez ça, tout proche. Tu sais, vos jeux évolutifs là, qui ont comme que vous avez terminé là. Tu sais, genre Ouais, Gloomhaven, vous avez fini ça là. Il y a du stock là-dessus pour pouvoir se torcher. Mais très bon truc. Caroline, Fait que ça, c'était le très bon segment truc. actualité. Ça va être ça maintenant à l'avenir. Il va toujours avoir un petit survol de l'actualité en profondeur par deux experts. Mais oui, il y a un autre segment important aussi à l'émission, hein, Pépé? Oui, plus positif un peu. Ouais, c'est la balade dans l'imaginaire. Imaginaire. C'est le voyage dans l'imaginaire. Et c'est le segment où on va parler de nos lectures du moment. On va partager avec toi, Internet, qu'est-ce qu'on lit, vers où on s'échappe dans l'imaginaire, justement, pour éviter la dureté du monde réel. Qu'est-ce que tu lis, toi, Pépé, ces temps-ci?
Ben écoute, je pense que c'est pas secret pour toi non plus. Je suis comme retombé beaucoup dans mes vieilles pantoufles médiévales fantastiques, là, avec justement mon petit hype de Shadow Dark et le plaisir que j'ai à utiliser ce système-là pour rouler des vieux modules et autres choses comme ça. Fait que j'ai plein de vieux modules que je lis. En fait, des vieux modules de D&D que je prends le plaisir de voir comment est-ce que je peux essayer de l'adapter à Shadow Dark. Mais sinon, de façon plus générale, ces temps-ci, je suis beaucoup tombé dans Monster Overall. Je sais pas si t'as entendu Oh! parler de ça. Ah oui, mais j'ai déjà vu cette image-là. Tu l'avais pas mis dans un top de quelque sorte. Ben oui, je l'ai mis dans mon top 10 de l'année pour les gens qui peuvent pas voir parce que c'est juste en audio. Je ne vais pas faire cette erreur-là une deuxième fois. J'avais déjà mentionné une fois pour les gens qui ne nous voient pas à la maison, mais en même temps, c'est juste en audio. C'est Monster Overall, c'est un practical bestiary. Dans le fond, c'est un bestiaire pratique de façon générique qui pourrait être utilisé pour n'importe quel jeu de rôle, mais l'objectif n'est pas d'avoir des caractéristiques des créatures, mais surtout des façons de les rendre plus intéressantes de manière générale, que ce soit via des combinaisons d'encounter, que ce soit via on va dire des variantes pour essayer de leur donner une petite twist intéressante, quelque chose qui est différent de ce qu'on voit d'habitude. Tu sais, mettons, je te prends un exemple comme ça, là. Ok. J'ai le plaisir de le faire au hasard, j'aime ça. Ah! Dis-moi une page au hasard, Pierre-Louis. Entre 1 et genre, ok, 30, c'est correct, là. Ok, un ancien dragon, gros classique, là. Gros classique. Un ancien dragon. Puis là, il y a beaucoup de choses qu'on peut lancer au hasard pour l'ancien dragon, avec que ce soit ses types d'attaques, les types de sortilèges qu'il peut lancer, on va dire, c'est quoi son apparence. Et admettons que je te dirais, dis-moi un chiffre entre 1 et 10. 8. 8. Eh bien, son nom, c'est Thornscale. Puis, mettons que je te dirais, il pourrait s'appeler Thornscale de Light of the Salt, Soak in Blood. Des choses comme ça que tu peux générer. Et si, mettons, je te dirais, choisis-moi un autre chiffre entre 1 et 10. 2. 2, eh bien, sa forme qu'il prend quand il veut se cacher au travers des hommes, il prend la forme d'un bœuf, d'un gros bœuf, Oh. avec des cornes comme tournées. Et tu peux comme aussi générer son mood, son comportement, c'est quoi son activité normale, c'est quoi ses attaques spéciales. Bref, c'est possiblement, je pense, mon best-seller préféré de tous les temps que j'ai pu mettre la main dessus. Super, super, super volume. Je vous encourage fortement à aller voir ce que ça vaut. Ça coûte quand même cher. Il coûte quand même cher, mais si vous pouvez vous procurer aussi en PDF, ça vaut la peine. Et sinon, hors du monde ludique, vu que j'essaie de surfer beaucoup sur justement mon ambiance médiévale fantastique, j'ai de la misère, Pierre-Louis, j'ai de la misère à trouver un roman fantastique que j'ai du fun à lire. Oh. J'ai bien de difficultés. J'ai tellement de difficultés à trouver un roman qui me donne envie de vivre du fantastique. Et là, je suis retombé dans le cycle des épées de Fritz Libert. Et Ok. je suis pas capable. Je sais pas pourquoi. Là. Il y a quelque chose qui me bug. Je sais pas si c'est l'âge ou je sais pas. Tu sais, j'ai lu, tu sais, j'avais commencé l'autre fois, je t'en avais déjà parlé aussi, Gagner la guerre, Ouais. qui est comme vraiment plus récent. Tu sais, là, j'ai fait peut-être un test. J'allais voir dans le plus vieux, un peu plus récent. Puis, Gagner la guerre, le ton emprunté dans l'ouvrage est très, très, très français. Puis, je dis pas ça de façon péjorative, là. C'est très, très français dans la manière que c'est écrit. Puis, j'ai de la misère à comme m'accrocher parce que c'est tellement loin d'une écriture, je dirais, français international. C'est très impliqué dans le style, dans le ton. Et j'ai beaucoup de difficulté à accrocher. Et là, j'ai de la misère. Puis, je sais pas si toi, tu aurais quelque chose à me proposer. Pierre-Louis, as-tu un livre fantastique à me proposer? Je t'en supplie, aide-moi. Aide-moi. J'ai un livre fantastique à te proposer. Je suis en train de le lire en ce moment. Je suis arrivé à la moitié, là, présentement. C'est vraiment un ton différent. Je pense que peut-être cette branche-là du fantastique pourrait peut-être t'attirer. Le livre s'appelle Dungeon Crawler Carl. Ah, ouais, j'ai vu ça passer. Ouais, vas-y, continue. Tu vois, Dungeon Crawler Carl, ça m'a pris du temps à me convaincre de le lire parce que je me souviens que j'avais lu le pitch, puis j'étais comme, oh, pelaille, je sais pas. Ça a l'air d'être trop méta pour moi. L'idée générale, c'est que du jour au lendemain, la Terre et toute sa surface, tous ses habitants, est transformée en méga donjon pour le plaisir d'une espèce extraterrestre qui va écouter des humains survivants explorer ce donjon-là dans une télé-réalité. Le ton général, je vous dirais, est très
le guide du voyageur intergalactique. Fait que cette espèce de méta-humour, c'est très humoristique, c'est très conscient de son degré que ça propose. Là, on suit Carl, qui est un technicien de la marine, qui se retrouve plongé dans ce méga donjon-là, niveau 1. Il y a 5 de force, ce qui est vraiment pas pire dans le méta de ce jeu-là. OK. Les seuls survivants sont ceux qui étaient à l'extérieur le jour où la Terre a été transformée en donjon. Puis il se trouvait que lui, il était dehors en train de courir après le chat de sa blonde. Fait qu'il se retrouve coincé dans le donjon avec son manteau d'hiver, en boxer avec les crocs de sa blonde puis un chat persan dans les mains. Et il doit essayer de survivre dans ce donjon-là avec son chat persan. Tu vois, je faisais un peu cette face-là. J'étais très dubitatif quand j'ai commencé à lire. Puis je dois dire que on a étonnamment beaucoup de plaisir à embarquer dans cette méta-là du jeu. Ouais. Toutes les espèces de petites conventions de game design, ils ont des achievements pour chaque micro-affaire qu'ils font. C'est très jeu vidéo, là. À chaque fois qu'il fait un truc stupide, il débloque un achievement, puis il y a une nouvelle boîte de loot. Puis je pensais que j'étais pour détester l'idée de savoir c'est quoi son niveau de constitution, c'est quoi ses pouvoirs, c'est quoi ses objets magiques, mais finalement, il y a vraiment quelque chose d'addictif à voir Carl débloquer du nouveau loot, puis essayer de continuer à trouver une entrée pour aller au niveau 2. Il reste 5 heures pour lui pour trouver une entrée au niveau 2, puis t'es comme, comment analyser, puis le chat finit par devenir un personnage extrêmement important et subir des transformations qui vont faire que le chat devient un personnage clé du récit aussi. Est-ce que c'est bien écrit? Je te dirais que c'est... Parce que t'es quand même je te dirais que t'es quand même un lecteur aguerri, là, fait que tu serais capable de me dire si tu trouves que la plume est intéressante ou c'est très vanille, là. Je te dirais, tu sais, moi, c'est ça que je fais souvent dans la critique de la prose d'un roman. Je trouve que c'est très, très bien écrit, mais dans un style qui est très, très, très moderne, accessible, puis qui se prend pas au sérieux. Tu vois, pour certaines personnes, tu sais, certaines personnes vont dire « Ah, ça, c'est vraiment bien écrit » parce que, justement, la prose est riche, lourde, recherchée, raffinée, avec plein de formules brillantes, intelligentes. C'est vraiment straight to the point, Dungeon Crawler Carl. C'est genre, il est capable de te faire voir ce qui se passe, ce qui se produit. C'est un peu niaiseux, c'est un peu cringe par moments, parce que tous les extraterrestres ont comme interprété notre culture dans un jeu vidéo. Fait que des fois, c'est comme irritant. T'as comme toutes les espèces de punchlines irritants des jeux vidéo. Puis il y a juste comme cette espèce de voix de commentateur sportif qui l'accompagne tout le temps. Je pensais trouver ça cringe, mais c'est vraiment un plaisir coupable qui va, je pense, en rejoindre plusieurs. Puis tu vois, moi je pense que c'est ça que j'avais besoin parce que j'étais comme toi, je venais de me taper beaucoup de fantaisie classique qui se prend tellement au sérieux. Donnez-moi un fucking break là, sur vos histoires de dragons pis de licornes. Je peux-tu juste savoir de quoi qui me parle de quelqu'un qui essaye de sauver son chat d'un donjon mortel? C'est ça ça nous prend, hein, Pépé, dans un monde dur? On a besoin de voir un homme sauver son chat. Je te t'avouer, à la lisière de ce que tu viens de me dire, je pense que dans un contexte précis, ça pourrait vraiment me tenter comme roman. Je suis persuadé que oui. Je suis persuadé que oui, de la manière que tu m'en parles, je trouve que tu l'as très bien vendu. Mais on dirait que là, justement, j'ai comme besoin de quelque chose d'un peu plus sérieux. Alors que j'ai été très loufoque dans les derniers temps. Donc, dans mes lectures, fait que j'ai comme besoin de quelque chose d'un peu plus terre à terre, tu sais, quelque chose justement. On dirait que je cherche mon. Tu sais, quand j'ai commencé à lire, par exemple, Le Trône de Fer dans le temps, j'avais énormément embarqué. J'avais fou embarqué là-dedans. Et pourtant, c'est pas le genre de lecture qui, de par défaut, m'aurait nécessairement tant attiré que ça. Mais j'ai énormément embarqué. Puis là, je me cherche quelque chose d'autre comme ça. Quelque chose d'autre qui va être capable de me donner le goût de découvrir quand même un monde fantastique sans que je me sente trop déboussolé par la quantité d'informations qu'il va me donner. Mais je me prends quand même en note. Oui, quoi donc? T'aimes-tu l'Empire romain? En général, j'y pense pas souvent, mais quand j'y pense, c'est pas nécessairement négatif, je te dirais. Tu vas à l'encontre de toutes les statistiques. Je sais pas si t'as regardé TikTok récemment, là. Oui, je sais de quoi tu parles. Je sais de quoi tu parles. Mais oui.
Attends, je vais te faire une proposition. J'aime bien J'en l'Empire romain parlerai, quand ça me tente, ouais. j'en parlerai plus éventuellement dans un autre podcast, là. Mais il y a une série que j'ai commencé aussi récemment, là, mais ça fait un petit bout, là. Mais ça a vraiment fait un buzz dans les 2 dernières années. Ça s'appelle The Will of the Many. C'est le premier livre de la série de Hiérarchie. Je sais pas s'il a été traduit en français déjà. C'est de James Islington, puis c'est l'histoire de une société fantastique qui s'organise sur une pyramide de pouvoir. Puis ce qui arrive, c'est que les hauts dirigeants drainent la force des gens en dessous d'eux dans la pyramide. Puis tu suis un jeune homme qui est à la base de la pyramide, puis qui, pour 1000 raisons, finit par se, se battre dans des terrains gladiateurs, puis gagner sa place vers une école prestigieuse pour essayer de grimper dans les rangs de la pyramide du pouvoir. C'est vraiment très bon. C'est comme un James Bond romain avec du Harry Potter, parce qu'il est comme dans une école, une académie magique. C'est super dur. Il faut que tout le monde se batte pour garder sa place. Une critique du capitalisme déguisé en costume romain. C'est bien flyé. C'est assez flyé pour vrai. C'est un petit peu long, là. C'est vraiment une hostie de brique. Mais c'était vraiment très très bon. OK. Ben écoute, ça aussi, je vais me le prendre en note. J'ai comme ouvert un petit onglet, puis je vais me prendre ça en note. Je viens de le voir, le cover est quand même cool. J'ai checké voir sur le site des libraires, c'était disponible. Mais merci, merci. Hey, tu veux-tu, on parle-tu de jeu de rôle? On parle-tu de jeu de rôle? Ben, écoute, Oh, tu aussi! sais, en lisant Dungeon Crawler Carl, ça m'a vraiment rappelé à quel point ce qui nous connecte beaucoup souvent à un jeu de rôle, ce qui nous donne le goût de revenir, c'est l'idée, l'envie de voir la progression d'un personnage. Quelqu'un qui commence de rien, là, qui est en crocs dans un donjon, puis qui finit par devenir le héros légendaire des livres de Tolkien ou de... Tu sais, qu'est-ce qui... Est-ce que... On va parler d'abord des différents systèmes de progression, puis de pourquoi ces systèmes de progression sont importants pour nous. Est-ce que c'est réellement quelque chose qu'on a besoin d'avoir des niveaux de personnages qui vont de 1 à 20? Est-ce qu'on a vraiment des campagnes assez longues pour pouvoir profiter de ces immenses courbes d'expérience-là? Puis on va parler un peu de notre expérience personnelle aussi dans nos différentes campagnes, combien de temps elles ont duré, comment on a utilisé différentes astuces de progression pour permettre justement cette envie de voir des personnages évoluer et grandir. J'avais hâte qu'on aborde ce sujet-là aussi parce que j'ai l'impression que je suis un peu, pas nécessairement à contre-courant, mais j'ai l'impression que je suis pas dans une majorité et puis que c'est pas, comment je pourrais dire, c'est pas nécessairement quelque chose qui est si populaire que ça dans un contexte où je suis quand même assez conservateur dans mon style de jeu, où je vais jouer des jeux qui sont assez classiques avec un maître de jeu, des personnages, c'est une différence, une distinction entre le maître de jeu et les joueurs et tout ça. Et mais à mon sens, je ne suis pas tant friand du calcul mathématique d'accumulation d'expérience pour monter de niveau et atteindre des nouveaux échelons basés sur justement de l'addition de chiffres qui se fait à mesure qu'on accomplit des faits ou on trucide des créatures. Je suis énormément, et plus le temps avance, plus je me rends compte que je suis vraiment plus là-dedans. Je suis vraiment plus en mode si on veut, en anglais, c'est le terme, il me semble que c'est tu sais, achievement, là, une espèce de niveau d'accomplissement. Au final, c'est juste de se dire que tu vas... Les milestones. Les milestones, c'est ça que je cherchais. Mais en fait, j'essaie de trouver comme l'équivalent français, ça serait des... C'est quoi milestone? Hey, ça paraît-tu qu'on est dans un pays bilingue, hein, pour être capable de comme tout le temps... Des jalons. C'est bien rare que j'utilise le terme jalon dans ma vie au quotidien, mais des jalons, des étapes, des compteurs. Ouais. Je suis beaucoup plus sur ce fonctionnement-là où je me dis, on va atteindre une partie de l'histoire, on va atteindre une partie du module, parce que je fais beaucoup de modules préécrits. Et lorsqu'on va atteindre cette partie du module-là, les personnages vont monter de niveau. Et je me rends compte que je suis comme ça parce que je ne suis pas du tout dans une ambiance à vouloir... Je suis pas dans un état d'esprit qui se veut très, on va dire, égal et
de niveau au personnage. Je suis très débalancé dans mes rencontres aléatoires, je suis très débalancé dans les difficultés que les personnages vont rencontrer. Je suis vraiment pas du genre à dire OK, les personnages sont niveau 3, ils peuvent se battre contre 2 gnolls, un loup, puis 3 marmottes. Et là, ça équivaut vraiment à la même chose de qu'est-ce qu'ils sont. Je suis vraiment, vraiment très loin de ce niveau-là. Je suis beaucoup plus comme, j'ai le goût qu'ils rencontrent une créature de même. J'ai hâte de voir, je suis curieux de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour sortir du pétrin, s'ils se sortent du pétrin, et advienne que pourra. Et s'ils réussissent, ben, maintenant, je trouve que ça va être le fun, fait qu'ils vont pouvoir monter le niveau. Je suis vraiment plus dans cette optique-là, je te dirais, de mon côté. C'est ce que j'apporte, c'est ce que j'emprunte au quotidien lorsque je joue un jeu qui a un concept de montée de niveau. Ouais. Et toi, Pierre-Louis, où est-ce que tu te trouves par rapport à ça? Ben, tu vois, moi, ce qui me manque des milestones, pendant longtemps, moi aussi, je me disais, je pense que je suis un MJ qui est plus milestone, étape. Quand vous allez franchir une étape importante du récit, vous allez devenir niveau 4. J'ai fait ça souvent dans les parties d'Etu Game, par exemple. Parce que on rencontrait beaucoup un enjeu dans les parties d'Etu Game. Puis cet enjeu-là, c'est que personne gardait sa maudite feuille de personnage entre les sessions. Fait qu'à chaque fois, les gens savaient plus où ils étaient. Les gens ne connaissaient plus leur maudit pouvoir de personnage. Parce qu'on jouait beaucoup avec des comédiens, des acteurs, des humoristes. Fait que je me disais, un moment donné, je vais vous dire monter niveau 4. Mais dans ma vraie vie à moi, quand je joue avec des gamers puis qu'on joue sur des campagnes qui vont s'étirer sur 20, 30, 40, 50 sessions, le problème que j'avais, c'est que ça a tué un peu la motivation des joueurs. C'est comme s'ils se sentaient un petit peu dans le néant de où est-ce qu'on est rendu, quand est-ce qu'on va progresser. Moi, ce que j'aimais de voir la petite barre d'expérience monter, c'est à la fin de cette session-là, vous gagnez 880 points d'expérience. Puis c'est de voir littéralement là, dans D&D Beyond, les créations de personnages en ligne, il y a ça maintenant, c'est tu vois la barre augmenter. Puis tu fais comme « Oh! » Bon, c'est tellement jeu vidéo. On va être à peut-être 2-3 sessions de montée de niveau, puis là tu tues un boss, puis c'est comme vous gagnez 2200 points d'expérience. Puis c'est vraiment Dungeon Crawler, Carl. Puis tu vois la jauge qui est comme boum, hey, on vient de monter niveau 3. Mon Dieu, c'est tellement d'XP, puis on est rendu à. Moi, juste ça, c'est comme un levier, un outil de manipulation psychologique pour ajouter quelque chose devant tes joueurs pour faire. Si tu manques la session, puis tu manques l'expérience, tu vas juste progresser moins vite. OK. Je dis pas que c'est un truc qui va fonctionner avec tous les groupes de joueurs. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui sont comme « Ah non, mes joueurs trouvent ça injuste, qu'on n'ait pas les mêmes niveaux d'expérience. Mes joueurs, ils suivent pas ça. J'ai pas le goût de nourrir cette affaire-là chez les joueurs, mais moi, comme joueur, j'aime ça. J'aime ça faire « Oh! Puis j'ai eu 200 points bonus d'expérience parce que j'ai retrouvé l'épée de mon maître. » Ouh, ça, là, ça me je sais pas pourquoi, mais ça me nourrit tellement comme joueur, là, ça m'excite tellement. Quand j'ai un petit point bonus d'expérience, mettons, parce que on joue à Forbidden Lands, là, puis il y a une mécanique dans Forbidden Lands où si tu utilises ta fierté, qui est un dé que tu peux rouler pour te donner un bonus, mais si tu échoues, tu perds ta fierté. Tu dois changer l'objectif un peu de ton personnage, mais ça te donne un point d'expérience en plus. Fait qu'à chaque fois que moi j'ai mon petit point d'expérience en plus parce que j'ai utilisé ma fierté, je me sens comme récompensé par le jeu. Mais vois-tu, là, c'est intéressant, par exemple, ce que tu dis, parce que je voulais en venir éventuellement sur ce sujet-là, sur ce détail-là, mais Forbidden Lands, je le sais pas parce que j'ai pas spécifiquement beaucoup joué à celui-ci, mais en général, les jeux de la Free League, avec le système du Year Zero Engine, vont beaucoup fonctionner sur une méthode d'XP qui vient un peu plus me chercher, mais qui n'est pas nécessairement tournée vers du montée de niveau, plus que sur de la dépense de points d'expérience pour pouvoir accomplir des choses. Et je sais pas si Forbidden Land fonctionne comme ça, mais soit-tu ça, j'aime beaucoup ça parce que j'ai l'impression que le calcul est très minime. Tu vas faire 3, 4, 5 points d'expérience, puis tu es un peu le maître de ton... de ta petite de ton petite accumulation de l'expérience et c'est toi qui décides quand est-ce que tu décides de dépenser ou de garder un certain nombre pour pouvoir gagner un bonus plus grand éventuellement. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très cool parce que c'est très personnalisable. C'est très ça s'adapte aux personnes qui sont autour de la table. Mais est-ce que Forbidden Lands fonctionne comme ça aussi? Ouais, exactement. C'est un peu aussi comme Vampire la Mascarade. Il y a le même principe. T'accumules ces points-là, puis
éventuellement, ou à certains points autorisés par le maître de jeu. Parce que moi, j'ai eu des maîtres de jeu qui me disaient aussi, je vais vous dire à quel moment vous pourrez les dépenser. Je sais pas pourquoi, là. C'est comme important pour eux de savoir qu'à un moment clé, ils pouvaient faire, OK, là, il y a un boss qui s'en vient, acheter des nouveaux points. Mais ce qui est encore plus cool dans Forbidden Lands, je trouve, c'est que, mettons, pour augmenter certains talents, ben, il faut que tu aies un professeur qui te montre comment faire ce nouveau sort-là, par exemple. Ou, pour développer une nouvelle compétence, il faut que tu aies réussi un jet de compétence de cette compétence-là dans la partie, puis tu aies réussi 100 points de compétence. Fait que, mettons, moi, j'avais pas de points d'endurance, mais à cause que j'avais failli me noyer dans cette partie-là, ben là, je pouvais acheter un point d'endurance avec les points que j'avais accumulés. Fait que c'est comme si Forbidden Lands te mettait des petites barrières narratives à traverser pour pouvoir t'acheter quand même ces points-là. Pas toujours, là, mais dans certains cas spécifiques, oui, puis je trouve ça intéressant. Je trouve ça le fun que tu mentionnes ça aussi parce que tu fais mention du fait qu'il y a un développement de personnage qui se fait via les accomplissements que tu as en jeu, via justement un apprentissage. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de jeux. Il y a des jeux qui vont aller d'un bord comme de l'autre. Tu as des jeux qui vont utiliser l'échec pour augmenter en fait tes capacités dans une compétence précise. Je pense par exemple aux jeux qui sont plus je pense que c'est voyons pas Dungeon Crawl, mais c'est Dungeon World pour les PBTA, que ça fonctionne de si tu échoues une action, tu gagnes des points d'expérience. Alors que, par exemple, dans l'appel de Cthulhu, c'est plus tu réussis une compétence, plus tu peux comme marquer dessus à côté un petit X qui fait en sorte que lorsque tu as un down, lorsque tu as un temps de repos, tu peux entraîner en quelque sorte, augmenter la compétence dans laquelle tu as performé. Mais là, on dirait que c'est les deux, au final, ont un peu le même objectif, c'est-à-dire tu agis selon d'une certaine façon avec tes compétences pour monter de niveau, mais il y en a une qui va on va dire, te donner un certain avancement quand tu échoues, parce que tu apprends de tes erreurs, alors que l'autre va te donner un certain avancement quand tu réussis, parce que tu t'entraînes à quelque chose dans lequel tu es bon. Je sais pas si, de ton côté, est-ce que tu as déjà eu l'expérience de justement vivre un peu plus l'aspect entraîné via la défaite, justement, comme on peut voir dans certains jeux PBTA, justement. Ouais, ben écoute, je pense que Dragon Main avait quelque chose de similaire aussi, où je sais pas si c'est quand tu échouais ou tu réussissais, tu pouvais cocher une petite barre à côté. Mais je trouve que les deux racontent quelque chose d'assez similaire. C'est comme juste une perspective que le jeu prend sur qu'est-ce qui va te faire progresser, tu sais, qu'est-ce que le jeu va encourager. Mais ce que je réalise aussi, c'est que je pense que ça dépend aussi beaucoup du groupe avec lequel tu joues. Qu'est-ce qui va être le meilleur outil de progression? Tu sais, parce que j'ai joué avec des groupes très, très différents, puis tu sais, je réalise que il y a certains groupes avec lesquels je joue où la progression narrative des personnages prennent moins de place. Parce qu'on est un petit peu plus casual, on est un peu plus dans juste, on va vivre des aventures sans trop se poser de questions. On est là pour tuer des gobelins, trouver des trésors, accomplir des quêtes. Puis à ce moment-là, on dirait que le système d'expérience devient très important pour garder le sentiment de progression du jeu. Tandis qu'avec Etu-Game, puis les amis où on va créer des trames un peu plus complexes, où les personnages puis le récit vont graduellement devenir plus complexes naturellement. Là. Il n'y aurait même pas besoin de monter de niveau. L'histoire se complexifie parce qu'ils se font des nouveaux amis, parce que leur personnage se développe, surmonte ses propres défauts intérieurs. Ben là, l'expérience est moins nécessaire parce que on pourrait ne pas avoir de niveau, puis le jeu évoluerait quand même. Puis on dirait que c'est là où je réalise. Excuse-moi, j'ai comme cette réalisation soudaine, là. Mais c'est correct, c'est pour ça qu'on jase. Mais que, ouais, ça dépend vraiment du groupe pour savoir quel bâton de levier de progression va être le plus efficace pour donner l'impression à tout le monde que ça avance, on s'en va quelque part. Puis toi, en tant que joueur, t'es plus orienté sur le désir de vouloir voir une progression aller avec l'accumulation d'expérience, de ce que je comprends. Ouais, mais je pense que ça doit dépendre aussi du groupe dans lequel je me trouve, parce que c'est vrai que
sais, on a fait des récits justement, où juste, tu sais, par exemple, la partie de Shadow Dark qu'on vient de faire Mhm. dans les salles du roi sanglant. Euh, Merci de le plugger, c'est gentil. Écoute, tu sais, les personnages étaient tellement intéressants, il y avait tellement de choses à Mhm. faire intérieurement avec ces personnages-là, puis leur propre quête, que j'ai jamais senti le besoin que tu me dises combien de points d'expérience j'avais. Quand tu nous Mhm. disais qu'on montait de niveau, j'étais content, mais ce que je voulais vraiment, c'était savoir si j'étais capable. Ah, là, je veux pas spoiler comment ça finit, mais je voulais, Il était sur le bord, ouais. je voulais Ouais. voir comment c'était pour arriver. Est-ce que Solas c'était pour percer le secret de sa malédiction? Est-ce qu'on était pour Ouais. trouver pourquoi est-ce que j'étais rentré à l'intérieur du château? Est-ce que j'étais pour trouver une issue à Mhm. tout ça? C'était ça qui était plus important que de débloquer le gros pouvoir vraiment fort niveau 13 que je me suis dit au début que je prenais dans mon build. C'était pas ça mon Mais objectif. ouais, tu le mentionnes, fait que je me permets de rebondir là-dessus parce que je voulais peut-être l'apporter sur la table. Mhm. Et dans l'objectif de cette partie-là, justement, parce que je le sais que je suis beaucoup plus tourné, orienté vers de l'expérience qui se fait justement selon en jalon, pour utiliser le terme francophone, en étapes. Mhm. Euh, je le sais à ce moment-là que les personnages aiment quand même avoir un sentiment d'amélioration avec le temps. Puis c'est pour ça que j'ai aussi le souci du détail d'incorporer toujours un peu des éléments que vous allez trouver ici et là qui vont vous permettre d'améliorer votre personnage, que ce soit un objet magique, que ce soit Mhm. juste un objet cool que tu vas avoir que quelqu'un d'autre n'a pas, juste pour un peu donner cette espèce de petit sentiment-là de, malgré le fait qu'on avance, mais qu'il n'y a pas de niveau qui change, on réussit quand même à augmenter un peu notre équipement. Tu sais, du Diablo, là, tu tues des monstres, puis Ouais. là, tu trouves des objets magiques que tu peux comme mettre sur toi, même si tu n'as pas monté de niveau, tu as quand même un petit sentiment d'avoir réussi quelque chose. Puis c'est pour ça que on dirait que j'essaie de trouver le juste milieu entre les deux. Fait que je suis content que tu le mentionnes parce que c'était un peu l'objectif aussi, c'était de tenter de pas justement donner l'impression que ça stagne, mais en même temps, tu sais, tu le mentionnes toi-même, le pouvoir que tu avais voulu prendre au niveau 13 lorsque tu avais prévu, mais on dirait que beaucoup de jeux OSR ne fonctionnent pas en ce sens, dans le sens que beaucoup de jeux OSR n'ont pas nécessairement, oui, tu deviens meilleur, mais tu vas pas nécessairement débloquer toujours des nouvelles affaires super cool, super malades tout le temps, là. Ouais, parce qu'effectivement, on parle de progression, mais si vous nous écoutez puis vous êtes surtout familier avec Donjon Dragon, je pense que il y a ce système-là là, de progression de classe de personnages qui se fait par niveau, où on Mhm. passe du niveau 1 au niveau 2 jusque typiquement au niveau 20. Donc ça, c'est beaucoup des jeux comme Pathfinder, Donjon Dragon, puis même des jeux à la limite comme Shadow Dark, tu sais, ou Dungeon Crawl Classics ont quelque chose de similaire, mais peut-être sur 10 niveaux plutôt que 20. Euh, Mhm. Reste que ça, j'ai l'impression que c'est une façon très sécuritaire, très safe, de assurer à vos joueurs une progression à ce qu'on va vivre. T'sais, on va commencer comme des paysans, puis éventuellement, on va être des super champions, voire pratiquement des dieux. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre façon de faire la progression de personnage satisfaisante. T'sais, tu l'as dit, les objets magiques, par exemple. Il y a plein de jeux, tu sais, de Powered by the Apocalypse, Vampire la Mascarade. Moi, ça a été un obstacle pour beaucoup de mes groupes de joueurs de faire comme je sais pas si je vais avoir autant de plaisir dans ces jeux-là parce que je comprends pas trop comment on va progresser. On va-tu vraiment être plus fort? Ça va-tu aller quelque Mhm. part? Mais là, à ce moment-là, la progression se passe plus par des alliés que tu gagnes, par un statut qui se développe, de la prestance, du prestige dans le monde de notre histoire, des objets magiques, des châteaux, des titres. Mhm. Ça doit demander plus de job quand même pour des jeux OSR avec presque pas de progression de niveau, de faire, de donner à nos joueurs l'impression que ça avance. Puis c'est drôle parce que tu le mentionnes, mais il y a des jeux comme ça que, à un certain point donné, tu atteins un niveau d'accomplissement qui te permet justement de débloquer
mécaniquement la possibilité, par exemple, d'avoir un château ou d'avoir, tu sais, une terre. Rendu à tel niveau, tu deviens comme un lord de quelque part. Fait que tu as une terre à toi. Mais c'est très typique, je pense, aux vieux jeux. Sauf que, vois-tu, là, il y a quelque chose, par exemple, que je voulais en venir là, sur le point. J'étais curieux d'avoir ton avis sur les systèmes de jeu qui ne vont pas euh, assurer un montée de niveau de la même façon entre les classes. Parce que je pense par exemple à Advanced D&D, où Ouais. là, le voleur, s'il gagnait des trésors, ben, il gagnait plus de points d'expérience que d'autres classes. Et certaines classes n'avaient pas les mêmes chances ou les mêmes opportunités pour monter de niveau. Est-ce que tu trouves que c'est encore dans l'air du temps ou que ça c'est absolument dépassé comme méthode de fonctionnement? Je, plus est-ce que c'est simple, plus est-ce que la progression de niveau est pareille pour tout le monde. T'as le même genre de points. Il peut y avoir une petite asymétrie, là, c'est correct. Toi, tu gagnes 6 points, moi, j'en gagne 5. Mais si il faut que j'apprenne... Moi, j'ai des points de mana à dépenser pour monter dans mes sphères, mais toi, t'as un système de briques que t'emboîtes pour... T'es comme... C'est tellement old school, cette asymétrie-là, par rapport, que je suis trop fatigué pour gérer ça aujourd'hui. Mais c'est encore. Je trouve ça super intéressant parce que il y a des PBTA qui vont fonctionner en PBTA, tu sais, des jeux qui sont propulsés par l'Apocalypse pour les personnes qui Mhm. nous écoutent et qui ne savent pas de quoi je parle. Je suis désolé, c'est des jeux comme Dungeon World, Monster of the Week, des choses comme ça, où la symétrie est présente lorsqu'on parle de personnages qui doivent justement s'améliorer avec le temps et avoir des nouvelles capacités et en quelque sorte monter de niveau, même s'il n'y a pas de montée de niveau en soi. Mhm. Mais la symétrie, par contre, elle est majoritairement complètement gérée par le joueur. Ouais, C'est ouais, même pas ouais. le maître de jeu qui va comme distribuer des choses, c'est le joueur qui ou la joueuse qui, à la fin d'une session, va par exemple, tu sais, le maître de jeu va faire un tour de table, c'était quoi tes accomplissements ou tes Ouais. objectifs personnels. Et là, si tu as accompli ton objectif, ben, tu peux cocher la petite case. Et lorsque tu as coché un nombre de cases précises, ben, tu peux débloquer un nouveau pouvoir, tout ça. Et là, Ouais. vois-tu, là, il y a comme quelque chose, une certaine autonomie qui se fait, une certaine prise en main qui se fait de la part du joueur côté, justement, augmentation de niveau ou du moins avancée de progression de personnage que je trouve quand même intéressante à ce niveau-là, mais je comprends très bien ce que tu veux dire quand ça devient, on dirait que ça repose sur les épaules du maître de jeu pour penser constamment à tout ce qui peut aider les différents personnages à monter de niveau selon un fonctionnement plus dungeon crawl. Je trouve que ça doit être absolument horrible à vivre. Ben, c'est sûr, c'est plus de travail, mais c'est des maths, tu sais. Il y a des gens pour qui C'est des ça, maths, c'est ouais, pas c'est de... ça. C'est des. Oh oui. Non, non, je dis horrible, mais au final, je suis pas comme. Je suis pas personne dans les commentaires qui se met à me crier après, là. C'est pas ça mon objectif, là. Ouais, non, C'est mais pas horrible. C'est pas horrible. Mais, tu sais, tu vois, moi, c'est drôle parce que je dis ça, mais pourtant, il y a un système qui fait de la progression de personnages asymétrique, qui demande plus de travail pour le MJ, que j'ai adoré, et c'est Heart, The City Ah, Beneath. j'aurais dû caler avant que tu le dises. Vas-y, continue. Tous les personnages ont des beats narratifs à atteindre pour débloquer leur nouveau pouvoir de classe. Et les Hmm. beats narratifs, c'est juste un truc que tu veux atteindre, un achievement, pour parler en langage de Dungeon Crawler Carl. Oh, mon Fait que, Dieu, tu sais, Seigneur. par exemple, il y avait un des personnages qui a un de ses achievements, il fallait qu'il mange quelque chose du troisième étage du donjon. Où il y a un des personnages que son achievement, c'était il fallait qu'il mette en danger la vie d'un personnage non-joueur que tout le monde aime. Fait que c'est tout comme des buts narratifs qui sont en lien avec ta quête ou ta classe de personnages. Tu sais, il y a des personnages qui sont un peu maléfiques ou qui sont un peu dirigés par le donjon. Il y en a d'autres qui veulent découvrir le donjon. Fait que c'est comme si ça te demandait de faire un gage. Je te gage que Mhm. ta cap. Puis c'est tellement intéressant. Puis toi, comme maître de jeu, il faut juste que tu offres à ton joueur la possibilité de faire ça. Puis s'il réussit, il avance. Il débloque de nouveaux beats narratifs. Tu sais. Fait que j'imagine que comme maître de jeu, il faut quand même que tu te prennes en note quelque part. Qu'est-ce que l'objectif, en fait, personnalisé de la personne. Exact. Fait que ça demande un petit peu de préparation, un peu de travail. Mhm. Puis Art a un excellent... Tu sais, ce jeu-là, là, c'est excellent au niveau de la progression des personnages. Ça a tellement de bonnes idées. Puis il y a un autre
élément de progression de personnage dans Ark qui est awesome, qui est dans d'autres jeux. C'est la progression inverse. C'est dans le fond la déchéance de personnage, si on veut. Par exemple, dans Call of Cthulhu, il y a le fameux la santé mentale qui Moi, la s'amuse. santé mentale, oui. Qu'est-ce que t'en penses, ça? Est-ce que c'est intéressant aussi de voir des jeux de rôle qui, contrairement à Donjons Dragons, plutôt que de devenir de plus en plus fort, on devient de plus en plus vulnérable, de plus en plus fragile. Ça nous amène lentement vers une spirale où on va inévitablement laisser une partie de nous-mêmes. Est-ce que c'est le genre de jeu qui t'attire, ça? Je sais pas si tu connais un peu, ça s'appelle, Horreur liminale, je pense. Oh oui! Oui. Qui fonctionne aussi un peu comme ça. Il y a une mécanique un peu comme l'appel de Cthulhu, mais différemment. On va dire qu'il y a quand même une mécanique de fragilité psychique qui se fait, mais qui apporte toujours un peu un contre-coup positif quand même, ou du moins un contre-coup presque avantageux. Là. Il y a tout le temps un petit quelque chose qui fait en sorte que, oui, le personnage perd tranquillement contact avec la réalité, mais il y a des chances de développer certaines capacités ou du moins d'avoir certains avantages contextuels. Ouais. Moi, j'aime ça. J'aime ça. En fait, je suis beaucoup tourné vers... souvent, quand je joue des personnages, j'aime beaucoup ça, les personnages justement qui ont des atouts. On dirait que je suis plus excité par le fait d'avoir des malus circonstanciels qui se développent au fil de la partie, justement, via les événements qui sont arrivés durant la partie. Et ça, je trouve que c'est une manière, en fait, de faire avancer l'histoire, de faire progresser son personnage que je trouve intéressante et aussi un peu plus réaliste dans l'air du temps, dans le contexte où est-ce que tu vas comme être dans une aventure, c'est dangereux, tu peux te blesser, tu peux avoir des répercussions, des séquelles, des choses comme ça. Et il y a des jeux comme ça, je pense par exemple à une époque que j'avais joué à Legend of Five Rings, la légende des 5 anneaux. Ouais. Et tu pouvais gagner il y avait des avantages, mais tu avais aussi des désavantages que tu pouvais avoir à la création de personnages. Tu sais, par exemple, tu disais ton personnage il est fort sa bouteille, ou ton personnage il est très très gêné avec les gens, et ce qui te donnait certains malus ou certains bonus selon la situation. Et tu peux aussi en gagner pendant la route, ça mettons, il arrivait des événements en cours, et ça, je trouve ça cool. Je trouve ça cool qu'il y ait une instance mécanique à des événements narratifs qui se sont déroulés en jeu. Que ça soit pas uniquement je vais vers l'avant puis ça monte vers le haut. Il y a, c'est un chemin que tu empruntes et il y a des boss. Il y a des moments où tu vas tomber, des moments où tu vas devoir te relever, il y a des moments où ça va être un peu plus facile que d'autres fois. Mais il y a quand même, on va dire, il y a les deux. Et pour moi, je trouve que c'est intéressant. C'est pas tous les jeux qui le font, c'est quand même aussi. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça. Puis toi, t'aimes plus ça? C'est quand même cool. C'est ça le parcours d'un héros, tu sais. C'est avec des hauts et des bas. Puis il faut forcément qu'il y ait des embûches à surmonter parce que c'est là où le héros devient vraiment un héros. C'est quand il doit surmonter une épreuve. Puis je trouve que Donjon Dragon a du mal à faire ça dans ses mécaniques. Même les monstres qui sont la principale embûche qu'on retrouve sur notre chemin sont souvent des monstres qui sont, comment dire, faciles à vaincre pour nos héros. Moi, je me souviens dans une de nos parties de jeu de rôle, justement, de D&D, Sylvain, le personnage de Marc-André, qui s'était fait couper une main par un mage rouge. Il avait été fait prisonnier, il s'était fait torturer, il refusait de révéler la location de la ville perdue. Puis il lui a coupé sa main d'arme. C'est vraiment un classique. Fait que là, en termes de D&D, on était comme... Ben là, peux-tu me faire un Cure Wounds? Mécaniquement parlant. Mécaniquement, c'est quoi? J'ai... J'ai-tu des avantages à mes attaques? Tout ça? Fait qu'il a fallu qu'on tisse quelque chose autour de cette histoire-là. Mais bien sûr, on a trouvé plein de façons de pallier. Il s'était fait faire une main de force menée par un mage, puis tout ça. Mais, tu sais, il a fallu qu'on homebrew dans D&D une façon de faire naître ce beat narratif-là que dans n'importe quelle histoire de chevalier, on aurait pu faire apparaître. Ouais. Mais dans D&D, ça va te mettre plein d'embûches pour faire « Non, attends, tu peux pas faire ça! » Flippe les pages. À quelle page ça dit que tu peux couper la main de mon personnage? Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Il n'y a pas c'est ça, il n'y a pas d'instance mécanique qui vient influencer ça. Là. Tout se fait, c'est ça, tout se fait juste vers le haut. Tout vers le haut, mais ça nous empêche pas, nous, MJ créatifs,
de continuer d'inventer puis d'emprunter à d'autres systèmes. Justement, moi, j'ai beaucoup aimé ton système de chute, là, l'idée dans Horreur Liminale, que si Hmm. tu sais, tu peux comme avoir comme des, je sais pas comment, ben justement, une espèce d'embûche psychologique, physique, un espèce de truc où t'as tellement été brisé par le jeu à un point. Tu sais, imaginons à chaque fois que tu tombes à 0 point de vie, là, mettons, ou à chaque fois que tu roules un jet de sauvegarde raté contre la mort dans D&D, et si, en revenant, même si ton ami te fait Healing Word, t'avais une chute physique, tu sais, je sais pas, moi, maintenant, t'as perdu une dent, ou t'as une jambe brisée. Dragonbane le fait, les blessures critiques sont awesome dans Dragonbane. Mhm. Puis il y a d'autres, tu sais, je pense à exemple Alien aussi a ça, des choses comme ça, Mhm. des échecs critiques ou justement des dégâts qui vont avoir des répercussions sur ton personnage sur le long terme et qui, en mon sens, fait partie de la progression. Parce que la Mhm. progression n'est pas nécessairement uniquement une progression positive, comme on le mentionne, c'est une progression, on va dire, plus générale. C'est une progression comme l'existence du personnage qui avance. Puis moi, je suis un peu du coq à l'âne, mais c'est parce que je vois le temps passer, puis ça va bientôt comme, on va bientôt faire le tour déjà de notre sujet, ça me fait chier. Mais ça me fait penser, as-tu déjà joué à des systèmes de jeu qui ont une progression, mais qui va on va dire, qui va être à un autre niveau d'accomplissement, dans le sens que je parle, par exemple, je pense, exemple, au jeu de rôle justement du Trône de Fer, où, oui, ton personnage avance en compétences, il avance en capacité physique, tu sais, en entraînement et tout ça, mais aussi, il y a un niveau de progression à l'année, là. Tu sais, exemple, tu vas faire 10 ans qui passent. Et là, il y a une gestion qui se fait à ce niveau-là, tu sais, ta descendance, il y a des mécaniques pour gérer un peu tes enfants. Il y a ça, exemple, aussi dans l'anneau unique, dans One Ring. Mhm. Il y a une mécanique de devoir, tu sais, passer le flambeau à la prochaine génération d'aventuriers. Qu'est-ce que ton personnage fait pendant ce temps-là? Tu sais, qu'est-ce qu'il a fait pendant les 20 dernières années? T'as-tu déjà joué à des jeux comme ça? Jamais à un souffle aussi épique, je pense. Rarement fait des ellipses. J'ai fait des ellipses thématiques là, dans D&D, tu sais, il y a 10 ans qui passent, mais on reprend les personnages au même niveau, puis... C'est ça, c'est ça l'affaire. À chaque fois que je fais une game de D&D, puis je fais, OK, gang, il y a une ellipse de 5 ans. Là, tout le temps au moins un joueur qui me dit, bah, OK, je m'entraîne 5 jours semaine. À chaque jour, je vais aller tuer comme des bisons dans le bois, puis là, je vais gagner comme tant d'expérience pour monter de niveau. Puis là, Ouais, c'est ça. ça marche pas de même. Ça marche pas de même. Je suis curieux, toi, on parle de niveau de progression, puis, tu sais, on parle de toutes ces possibilités de progression. Là, niveau 20, euh, est-ce qu'on est-ce qu'on a vraiment besoin d'une aussi large progression? C'est vrai que, tu sais, la vaste majorité des gens, là, on posait un peu la question sur la page YouTube, mais au moins 40% des gens, tu sais, c'est pas tout à fait la moitié, mais préfèrent, sont en train de jouer des one-shots ou des courts arcs de Mhm. personnages. Oui, plus de la moitié des gens aiment les longues campagnes. Ben, du moins, c'est ce que notre petit sondage maison a révélé. Vous pourrez aller voir le post sur la page Etu Game, mais tu sais, est-ce qu'on a réellement besoin d'un aussi gros barème de progression de personnage? C'est très old school, ça, cette idée-là que tu vas jouer jusqu'au niveau 20? Je te dis que ça, en mon sens, ça dépend toujours, en quelque sorte, à quel point est-ce que justement t'accordes une importance à cette progression-là, puis à quel point est-ce que tu veux. Tu sais, j'ai des personnes dans mon entourage que on va commencer, exemple, niveau 1 ou 2 ou souvent 3 là, par exemple, dans une partie classique de D&D, et ils vont immédiatement, dès le début de la partie, calculer puis estimer en fait leur progression mécanique jusqu'au niveau 10-15. Ils vont faire comme OK, je suis prêt à jouer jusqu'au niveau 15, je sais qu'est-ce que je fais mon personnage. Et moi, je suis zéro une barre, je suis pas rendu là pantoute. Je suis pas là du tout, du tout, du tout. J'aime beaucoup mon espèce de gap de 10 que j'ai trouvé dans DCC puis dans Shadow Dark. Je trouve que Hmm. le laps entre, l'espèce de différence entre le niveau 1 et le niveau 10 se fait sentir, beaucoup dans DCC d'ailleurs, mais c'est pas, ça devient pas, je trouve, pour autant lourd ou inadéquat. Puis, à un certain sens, tu sais, pour l'avoir vécu, justement, tu l'as vécu avec Halls of the Blood King. Vous avez monté, je pense, peut-être 3 niveaux, je crois, pendant Ouais. la partie. Et est-ce que tu avais senti justement
tu sais, vraiment un niveau d'incroyabilité qui se faisait à mesure que la partie avançait. T'avais-tu l'impression que ton personnage était vraiment devenu comme la machine à tuer qu'il devait être après 3 niveaux de terminés? Non, on se sentait quand même toujours assez fragile. Il y a ça aussi dans les jeux vieille école, où tu sais jamais à quoi t'attendre. Euh, tu sais, tu tues un petit monstre facile, puis là, soudainement, la pièce d'après, tu sais pas Mhm. si ce monstre-là peut te tuer d'un seul regard ou si, en tournant quelque chose, tu vas pas détruire un monde. Effectivement. Fait que c'est ça qui est cool dans les jeux vieille école, c'est que même quand tu montes de niveau, tu deviens pas immortel, t'as juste plus de Mhm. ressources, tu te sens comme tu peux en prendre un petit peu plus. DCC, c'est beaucoup ça, tu sais. Tu restes fragile, même niveau 3, niveau 4. Moi, j'ai vu des personnages qui devenaient un petit peu arrogants puis qui finissaient quand même en piqué au niveau 4-5, tu sais. Oui, oui. C'est pas rare dans DCC. Mais ça te donne plus de ressources, plus de jouets avec lesquels jouer, plus de Mhm. sorts, plus de... Ça, j'aime ça, mais tu te sens encore fragile. C'est important pour moi dans un jeu vieille école, je pense. Mais de façon générale, pour toi, en tant que joueur, est-ce que c'est important que ton personnage reste en quelque sorte toujours avec un niveau de difficulté au-dessus de sa tête, ou tu t'attends éventuellement à ce que, à mesure que tu joues, puis à mesure que l'histoire progresse, à ce que ce dernier devienne plus grand que nature et vraiment comme un accomplissement par rapport à la difficulté moyenne du jeu. C'est dur à dire. C'est sûr, c'est une question de goût. Moi, personnellement, mes goûts sont un petit peu plus tournés vers le... j'apprécie que ça reste... Que je me sente fragile, que je sens que si je fais n'importe quoi, si je réfléchis pas beaucoup, si je propose pas une idée qui est vraiment créative, ça se peut que j'y passe, tu sais. Ça se peut que je me sacrifie. Il faut qu'il y ait la Ok. possibilité que ce soit un sacrifice. Parce que des fois, je le sens, là, même quand je joue à Donjon Dragon, il y a, il y a un personnage qui veut se sacrifier. C'est ça, il est comme genre, moi je suis prêt à me sacrifier pour mes amis, j'aimerais ça que ce soit la fin de mon histoire. Mais on dirait que le jeu, il laisse pas cette chance-là. Parce qu'il est juste comme, non, non, le jeu est fait pour que tu massacres Hmm. tout. Faudrait qu'il se coupe les mains. Faudrait qu'il se coupe les mains puis qu'il essaie Exact! de se couper au complet, voir s'il va pouvoir se faire curwoner par quelqu'un d'autre. Ouais, et écoute, ça pourrait être intéressant éventuellement de parler de ça aussi à l'émission. C'est quoi la durée moyenne? Parce que c'est cette progression-là, oui, ok, progresser, mais jusque où? On veut atteindre Ouais. une fin, non? C'est important d'atteindre le bout de ça. Et toi, est-ce que tu Eh ben, ouais, considères qu'une ça, campagne finit à 20 ou... Ouais? c'est tellement un sujet à part entière parce que beaucoup de gens, surtout, moi, en tout cas, ça m'a toujours un peu surpris parce que je suis vraiment pas dans cette mentalité-là, dans cette façon de jouer-là, puis je juge pas zéro puis une barre les personnes qui jouent comme ça, mais il y a beaucoup de personnes que je vois sur les groupes Facebook, surtout dans des groupes justement de DND5, qui vont dire on joue, puis on joue jusqu'à ce que maintenant on joue plus. Tu sais, tu comprends ce que je Ouais! veux dire? Ça fait juste avancer. L'histoire avance, c'est très table ouverte avec. On sait pas trop qu'est-ce qui se passe, mais il se passe de quoi, puis ça va tout le temps se passer jusqu'à ce que maintenant ça nous tente plus. Il y a pas de. Il n'y a pas de dire il y a un début puis il y a une fin, il y a un accomplissement qui se fait au travers. L'accomplissement est un peu à la partie même. À chaque partie, il y a un accomplissement en soi parce que tu sais pas trop où est-ce que ça s'enligne et tu accomplis quelque chose, mais il n'y a pas de décision à long terme. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Puis, tu sais, pour moi, c'est extrêmement difficile parce que j'ai un cerveau qui est vraiment tourné sur l'arc narratif. Fait que j'ai besoin de savoir Mhm. où est-ce que l'arc se ferme. S'il n'y a pas de résolution, j'ai l'impression de perdre mon temps. Parce que, Oui, 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 oui. perso, puis je sais que c'est une question de goût, il y a des gens que juste explorer un monde sans fin, qui n'y a pas nécessairement une quête, pour eux, c'est juste ça le jeu, puis c'est parfait. Mais moi, j'ai vraiment besoin de sentir que maintenant, on a donné du sens au truc, puis on a résolu la quête. On a-tu réussi ou on a échoué? Ne serait-ce pas là la plus belle progression? Accomplir des quêtes. Des quêtes de plus en plus cool. Hein, Pépé? C'est ça, c'est ça. Ok, je pense que c'était comme ton mot de la fin, mais Ouais, ça a oui, coupé je suis là. d'accord. Je suis d'accord. Je pensais que c'était vraiment ça des quêtes plus cool, fin. Poup. Mais oui, je suis absolument d'accord avec toi. Mais en fait, je vais dire encore une fois, c'est un tout autre sujet, puis on pourrait partir là-dessus pendant 2 heures, mais c'est le pourquoi est-ce que j'apprécie beaucoup les modules préfets, parce qu'il y a vraiment comme
un cadre donné qui me permet, je trouve, de donner justement de l'importance à la progression de personnages via l'inclusion de l'histoire des personnages dans l'histoire en cours. Tu sais, House of the Blood King, c'est ça que j'ai fait avec vos personnages, c'est que j'ai relié votre histoire à ce qui se déroule dans le château, faisant en sorte que vous avez tout le temps l'impression d'être impliqué malgré tout. Mhm. Et il y a tout le temps l'impression qu'il y a quelque chose qui avance. Tu sais, vous avez tout le temps un OK, oh mon Dieu, ça a un lien avec ma péripétie à moi, ça. Mais en Ouais. même temps, ça vient aussi chercher les autres parce que c'est une péripétie générale aussi. Ouais, c'est un tout autre sujet, je te dirais. Un gros sujet. Ouais, puis moi j'adore les jeux qui, dans leur système de progression, il y a comme un beat final. Il y a plusieurs Powered by the Apocalypse qui ont ça, mais Heart encore est toujours. C'est comme ton beat de Zénith. Puis quand tu débloques ton beat de Zénith, tu débloques ton pouvoir de Zénith qui est comme ton gros pouvoir final. Puis le coût de jouer ton pouvoir final, c'est presque toujours que ton personnage meurt. Tu sais. Ah! Fait que ça J'aime t'amène pas à. ça. Tu sais, ça te dit comment ton arc narratif finit. Par exemple, si t'es descendu dans le donjon pour comprendre pourquoi tu fais des cauchemars, ben ton beat final, c'est peut-être de confronter la chose de tes cauchemars dans le donjon. Puis le pouvoir que ça t'accorde, c'est peut-être de devenir la figure de tes cauchemars toi-même. Fait que tu sais, c'est comme une espèce de... Tout est là dans le personnage, ton histoire, ton récit. Puis là, toi, tu vas le vivre de l'intérieur. Moi, je trouve ça génial, personnellement, mais je sais que c'est... On est loin de D&D. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, surtout si tu dis qu'il y a un apport, de ce que je comprends, il y a un apport mécanique à ça aussi. Là. Il y a quelque chose que tu débloques, tu dis ton pouvoir final, mais en même temps, c'est aussi la fin de ton arc narratif, en quelque sorte. Ouais, puis c'est cool parce que c'est vraiment un pouvoir mécanique qui te donne des pouvoirs. Fait que c'est toi qui donne le visage que tu veux, tu sais, c'est ton histoire. Fait que c'est comme si tu devais te transformer dans le monstre de tes cauchemars dans la bataille finale pour devenir un kaiju pour affronter les monstres et sauver le groupe peut-être. Mais en tout cas, bref. J'aime pas ça. Écoute, toi, tu te considères niveau quoi en ce moment, Pépé, au niveau de ta progression de rôliste? Ah, progression rôliste, je sais pas. Progression de vie, je suis niveau 35, je te dirais. Niveau 35, pas pire. Oui, pas pire pantoute. Je me sens un peu niveau 48, mais sinon, je suis niveau 35 c'est vrai, au quotidien. Mais, ouais, mon Dieu, niveau rôliste, je sais pas trop. Moi, les niveaux, là, c'est pas vrai, je sais pas. Au-dessus, ben, on en avait pas parlé, mais au-dessus, c'est tellement... Il y a quelque chose là-dedans que on dirait que je suis tellement à l'opposé du fait de devoir prévoir ou de me donner comme une marche à suivre pour la suite des choses ou pour justement la progression de personnage, alors que justement, un des éléments que j'aime le plus, encore une fois, moi je reviens, toi tu parles de Heart, moi je reviens à Shadow Dark. Une des choses que j'apprécie le plus à Shadow Dark, c'est quand tu montes des niveaux, tu choisis au hasard le talent que tu as. Et ça, pour moi, c'est le seul plaisir. C'est mon plaisir de me dire, je sais pas avec quoi je me ramasse. Puis ça va être comme un peu excitant, puis je vais essayer de m'arranger avec ça. Et c'est vraiment, c'est une progression qui fonctionne un peu à la surprise ou à l'aléatoire. Puis moi, ben, ça me plaît. J'aime ça. Ouais, je suis d'accord. Moi, tu vois, c'est ça. Dans la vie de même, je dirais, je suis moins axé sur les niveaux, puis je me dirais, je serais plus comme Pierre-Louis, puis j'ai un lot de compétences, puis à quelque part, ce serait écrit jeu de rôle, puis j'aurais comme 70% à côté, peut-être. Ah, ok, cool. Comme l'appel de Cthulhu, dans le fond. Ouais, exact. Puis niveau santé mentale, j'aurais peut-être en ce moment, c'est 7, là. Pour comme faire une conclusion avec notre sujet d'ouverture. Fait que, Internet, dites-nous dans les commentaires, vous êtes niveau quoi en ce moment? On veut savoir, et dites-nous si vous êtes sur le bord de monter de niveau ou pas. Puis, moi, je nous dis en tout cas que ce podcast-là, ça arrête pas de progresser. J'ai l'impression qu'on devrait être rendu niveau 20 bien vite, hein? Donc, quelque chose comme ça. On va gagner une nouvelle action bonus bientôt. Une nouvelle action bonus, j'espère avant le mois prochain.